Bonjour. Le bonheur de vous présenter quelqu'un que vous connaissez probablement tous, Monsieur André Comte-Sponville, philosophe, qui est venu, je pense que ce n'est pas la première fois que vous venez à Strasbourg. Non, on doit être la 15e à peu près. C'est ça. Mais par contre, c'est votre première réapparition en public depuis 6 mois. Bah oui, parce que depuis le confinement, toutes les conférences ont été annulées, évidemment. D'ailleurs, j'ai été surpris que cette rencontre soit maintenue. Je m'en félicite, je m'en réjouis et je vous remercie surtout d'être venu. Donc, faut-il vraiment vous présenter, dire 2 mots? Vous avez fait un parcours magnifique, le lycée Louis-le-Grand, l'école normale supérieure, la Sorbonne, à laquelle vous avez enseigné pendant de nombreuses années. Et vous nous avez laissé, enfin pour le moment, un grand nombre d'ouvrages qui sont traduits dans 40 langues. Alors pour ne pas faire d'erreur, je vais en dire quelques-uns, évidemment. À ma connaissance, c'est dans 24 langues. Ah bon? Nous, on a le droit d'exagérer un peu. Hein. Mais je pense que c'est 24. On m'a dit plus. Bon. Ce que vous avez laissé bien sûr des dictionnaires, le dictionnaire philosophique, et non 2 philosophies, mais philosophiques, un dictionnaire des philosophes, il y a longtemps, il me semble. Non, je l'avais préfacé seulement, mais c'est pas moi qui l'ai. D'accord. Et puis, le dictionnaire qui va nous intéresser aujourd'hui, qui est le dictionnaire amoureux de Montaigne. Alors, on cite, j'en cite peut-être 2-3 autres, Le goût de vivre, qui est une somme d'articles, parce que vous avez écrit dans beaucoup de journaux, et donc c'est une somme d'articles réunis. 3 traités sur la sexualité, le bonheur, l'amour. Le goût de vivre, là aussi c'est une série d'articles, hein, c'est ça. Le petit traité des grandes vertus, que j'ai là aussi avec moi, que j'ai pris avec moi. Beaucoup d'ouvrages que vous allez trouver sur les étals à la sortie, à la fin de cette rencontre. Bien, on va parler de qui aujourd'hui? On va parler d'un monsieur qui s'appelle Montaigne. Et l'ouvrage dont on va parler, puisque c'est le nouvel ouvrage qui sort là en ce moment, s'appelle Le dictionnaire amoureux de Montaigne. Alors, déjà, dictionnaire amoureux, c'est quelque chose qui est un peu étrange. Moi, quand j'étais au lycée, c'était presque un oxymore. Dictionnaire et amoureux, c'est un peu étrange, quoi, c'est un peu éloigné. Mais dictionnaire amoureux, ok. Mais de Montaigne, pourquoi? Alors d'abord, dictionnaire amoureux. Qu'est-ce que c'est qu'un dictionnaire amoureux? C'est très simple. C'est un livre classé par ordre alphabétique, dictionnaire, qui parle d'un sujet que l'auteur aime passionnément. Et cette collection est née par hasard. L'anecdote est assez intéressante. C'est Dominique Fernandez, écrivain de talent et aimant passionnément l'Italie, qui avait écrit plusieurs dizaines de textes sur l'Italie. Puis un jour, il se dit, tiens, je vais faire un recueil de mes articles sur l'Italie. Il les publie, je ne sais plus quel titre il met, mais il met en sous-titre, comme il avait classé ses articles par ordre alphabétique des titres, il met en sous-titre « Dictionnaire amoureux de l'Italie ». Ça n'a pas intéressé grand monde, et surtout pas l'éditeur. Sauf que quelques années plus tard, l'éditeur, reprenant par hasard dans sa bibliothèque ce livre de Dominique Fernandez, voit le sous-titre « Dictionnaire amoureux de l'Italie » et se dit « Mais quel con je suis !» C'est un nom de collection génial. Et donc, ils ont créé, quelques années après le livre de Dominique Fernandez, une collection des dictionnaires amoureux. Et moi, j'ai toujours bien aimé ce concept de dictionnaire amoureux. Encore une fois, d'abord, j'aime bien l'ordre alphabétique parce que ça dispense d'inventer un ordre. Mais surtout, j'aime bien, évidemment, l'idée d'un dictionnaire amoureux, c'est-à-dire sur un sujet qu'on aime passionnément. Alors maintenant, pourquoi Montaigne? Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a peut-être 2 ans maintenant, mon ami Claude Capelier, qui venait d'être nommé à la tête de cette collection des dictionnaires amoureux, m'appelle. Il me dit, écoute, on m'a bombardé là, à la tête, avec d'autres d'ailleurs, des dictionnaires amoureux. Tu es le premier que j'appelle, je voudrais beaucoup que tu en fasses un. Bon. Je le remercie, j'étais touché, puis j'aime bien l'idée, encore une fois, d'un dictionnaire amoureux, rester à trouver le sujet. Je lui dis, écoute, il me dit de ne pas faire un dictionnaire amoureux de la sagesse. Je lui dis, écoute, non, c'est une très mauvaise idée, j'ai déjà donné. Bon. Je lui ai dit, je vais y réfléchir. Et bizarrement, le seul sujet qui m'est tenté, mais alors follement, ça a été Montaigne. Et j'en étais surpris moi-même. Peut-être que 20 ans plus tôt, j'aurais fait un dictionnaire Spinoza ou un dictionnaire amoureux de la philosophie, mais j'en avais déjà fait un finalement. Pourquoi Montaigne? C'est ça la vraie question. D'abord, bien sûr, parce que c'est
l'un des plus grands écrivains français. Génie littéraire presque inconcevable. Le plus grand de tous, d'après André Gide, qui s'y connaissait en littérature. André Gide écrit que Montaigne est le plus grand écrivain français, au même titre que Cervantes pour l'Espagne, Shakespeare pour l'Angleterre, Goethe pour l'Allemagne, Dante pour l'Italie. Et au fond, je crois que c'est vrai, et qu'il a ce même rôle central. Mais alors moi, je dirais, c'est l'un des deux plus grands écrivains français. Le deuxième, c'est Victor Hugo. Voilà. Mais c'est, vous voyez, c'est de ce niveau-là, d'un point de vue littéraire. Sauf que, deuxième point, Montaigne, lui, il est philosophe. Alors, il arrive à Hugo de toucher un peu la philosophie, mais ce n'est pas un philosophe, Montaigne, il est philosophe. Et puis, un vrai philosophe, c'est qu'il a lu la quasi-totalité des philosophes grecs et romains. Les Grecs, il les lit traduits en latin, romains, il les lit dans leur langue, puisque, vous savez, il y a une bizarrerie. Le latin était la langue maternelle de Montaigne. Parce que son père, petit nobliau de province, mais féru des idées humanistes, avait recruté un précepteur allemand, ne parlant pas un mot de français, mais parlant couramment le latin, ce qui était la règle pour un intellectuel de l'époque. Il avait interdit à toute la famille et aux domestiques d'adresser à Montaigne, au petit Michel, quelques mots de français que ce soit, si bien que chacun ne lui parlait que les quelques mots de latin qu'il était capable de baragouiner. Si bien qu'à 7 ans, Montaigne parlait couramment le latin et pas du tout le français. Et donc, quand il va au collège de Guyenne, à l'âge de 13 ans, je crois, on lui donne une version. Pour lui, c'était un thème. On lui donne un thème. Pour lui, c'était une version à faire. Et donc, Montaigne a une connaissance de la pensée antique, une familiarité avec la pensée antique qu'on n'imagine plus aujourd'hui. Et comme l'a écrit mon ami Tzvetan Todorov, mort maintenant depuis quelques années, Tzvetan écrivait joliment « Montaigne, celui qui a lu tous les anciens et que tous les modernes ont lu ». Eh bien, c'est exactement ça. Autrement dit, Montaigne, c'est la pierre centrale, le pivot, pourrait-on dire, de l'Occident, ou en tout cas de la culture française. Immense écrivain, très bon philosophe, qui invente un truc tout à fait singulier qu'on appelle les essais. Parce que ce titre d'essai, ça ne se prend pas aujourd'hui, parce que quand vous allez dans votre librairie, il y a un rayon essai, qui est l'un des plus importants, juste après le rayon roman. Et en gros, tout ce qui n'est pas fiction ou poésie, on appelle ça des essais. Sauf que le mot du temps de Montaigne n'a pas du tout ce sens-là. Le genre essai, à l'époque, n'existe pas. Essai, ça veut dire simplement qu'on essaye quelque chose. Alors qu'est-ce qu'il essaye, Montaigne? Il s'essaye lui-même, il essaye ses facultés, il essaye son jugement, comme il dit. Il essaye de penser, il essaye d'écrire, il essaye de vivre. Et il appelle ça essai parce qu'effectivement, il pense à l'essai. Et ce qui est extraordinaire, c'est que à l'instant même où il publie les essais, il crée un genre littéraire qui n'existait pas, qu'il baptise essai, et au sommet duquel il s'installe définitivement. Parce que personne, depuis 4 siècles et demi, n'oserait vous dire « mes essais sont quand même supérieurs à ceux de Montaigne ». C'est un cas unique. Vous imaginez que le premier type, que le premier roman, se soit appelé roman, et soit encore aujourd'hui le meilleur roman de tous les temps. Ça serait invraisemblable, si vous voulez. Et puis, dernier point, je ne vais pas être trop long, mais en plus, Montaigne est merveilleusement sympathique. C'est un génie sympathique. C'est assez rare. Il y en a d'autres. Aristote est un génie sympathique, Hume est un génie sympathique, mais il n'y en a pas tant que ça, des génies sympathiques. Non seulement il est sympathique, mais il est attachant, il est drôle, et tous l'ont dit. Quand on le lit, on a le sentiment d'être avec un ami. Et si bien qu'il y a cette singularité d'une œuvre littéraire éblouissante. Stendhal, Flaubert trouvaient que Montaigne était un styliste hors pair, et Dieu sait que pour ce qui est de Flaubert notamment, il s'y connaissait. Montaigne écrit à l'une de ses correspondantes « Lisez tout Montaigne, et puis quand vous avez fini, relisez-le. Je vous l'ordonne en tant que médecin. » Pourquoi en tant que médecin? Parce qu'il avait le sentiment que Montaigne nous fait du bien. Oui. C'est un ami bienveillant. Voilà, et donc je me suis lancé dans cet espoir-là. Encore une fois, il y a 20 ou 30 ans, j'aurais peut-être plutôt choisi de parler de Spinoza ou peut-être de la philosophie antique. Justement, et je termine par là, mais c'est important de le dire, Montaigne m'a un peu guéri, finalement, de cette exaltation de sagesse, dans laquelle m'avait plongé, quand j'avais 18 ou 20 ans, la lecture d'Épicure ou de Spinoza. J'en dis un mot
pardon d'être un peu long, mais c'est important de le dire en guise d'introduction. Vous savez, à la fin de la lettre à Ménécée, alors il faut dire pour ceux qui ne l'ont pas lu, donc c'est une lettre d'Épicure, c'est 5 pages, 6 selon les éditions. C'est un texte absolument génial, et c'est le résumé formidablement clair et profond de l'éthique épicurienne, de la sagesse épicurienne. Chef-d'œuvre absolu. Sauf qu'à la fin de la lettre à Ménécée, ça se termine comme ça. Répète ces maximes que je viens de t'énoncer régulièrement, et tu ne seras jamais troublé, ni en songe, ni à l'état de veille, jamais troublé. Mais tu vivras comme un Dieu parmi les hommes, car il ne ressemble en rien à un être mortel, celui qui vit parmi des biens immortels. Quand j'ai lu ça, j'avais 18 ans, j'ai trouvé ça formidable, évidemment. Ça m'a exalté, ça m'a fasciné. Sincèrement, si 50 ans plus tard, à 68 ans, c'est mon âge, je vous disais, écoutez, je vis comme un Dieu parmi les hommes parce qu'il ne ressemble en rien à un être mortel, celui qui vit parmi des biens immortels, vous diriez ce coup-ci, il a pété les plombs. Eh bien, je vais vous dire, alors, le mot grec pour dire la sérénité, la sagesse chez Épicure, comme chez les stoïciens, c'est ataraxia. Le A est privatif. Littéralement, ça veut dire absence de trouble. Donc on peut traduire par sérénité, absence de trouble. Sauf que j'en ai trouvé la récusation des décennies plus tard chez Montaigne, dans une phrase dont j'ai fait le titre d'un de mes livres, mais aussi une espèce de mantra. Montaigne écrit simplement « ces choses tendres que la vie est aisée à troubler ». Tendre au sens où on parle d'un bois tendre, d'une pierre tendre au sens de fragile. Ces choses tendres que la vie est aisée à troubler. Autrement dit, il nous dit, ben voilà, la sagesse d'Épicure qu'il connaît par cœur, c'est formidable, mais ça ne marche pas. Parce qu'on n'est pas des sages. Parce que ces choses tendres que la vie est aisée à troubler. Et Spinoza, 20 siècles plus tard, dit la même chose en substance qu'Épicure, avec une autre philosophie, mais l'idéal est le même. Tu ne seras jamais troublé. Tu vivras dans un état de sérénité totale. La part de toi qui mourra est comme rien par rapport à la part de toi qui est éternelle, etc., etc. Et là encore, à 20 ans, ça m'a fasciné. Et là encore, Montaigne m'a un peu guéri de cette exaltation de sagesse, de cette schwarmeraille éthique, comme dirait un Kantien. Parce qu'il m'a aidé à accepter que ça soit chose tendre que la vie est aisée à troubler. Non pas que j'ai renoncé à l'idée de sagesse, mais parce que Montaigne nous aide à penser une autre sagesse, ce que j'appelle une sagesse de second rang. C'est-à-dire une sagesse pour ceux qui ne sont pas des sages, au sens où Épicure ou Spinoza pouvaient l'être ou prétendaient l'être. Une sagesse pour ceux qui ne sont pas des sages, qui n'envisagent même pas de le devenir, mais qui ont la sagesse au moins de l'accepter. Autrement dit, une sagesse pour vous et pour moi. Parce que j'imagine qu'il n'y a pas de salle, il n'y a pas de sage dans la salle, en tout cas, pardonnez-moi, il n'y en a pas à la tribune. Et j'adore ça, j'adore que la sagesse de Montaigne soit justement d'abord d'accepter de n'être pas un sage. Et c'est pourquoi j'ai choisi de faire un dictionnaire amoureux sur Montaigne pour raconter, en gros, par ordre alphabétique, mon histoire d'amour avec Montaigne. Merci. Alors je vais vous interrompre très brièvement, juste pour revenir sur la forme de cet ouvrage, puisqu'il s'agit d'un dictionnaire avec des entrées. Il y en a 148. Je n'avais pas compté, je vous remercie. 148 entrées. Contrairement au dictionnaire philosophique, enfin, je veux dire, il y en a moins que dans votre dictionnaire de philosophie, où il y en a plus de 600, je crois, des entrées, parce que ça a été augmenté d'année en année. Il y en a 1100 dans cette édition. 1100, oui, c'est ça, parce que ça a été augmenté de 600, c'est ça en plus. Là, par contre, dans le traité, il y en a 18, je crois. Ce sont 18 chapitres. 18 chapitres, oui. Alors, ce qui est la première chose, alors, ce que vous avez dit sur l'homme de lettres et le philosophe, c'est un peu un problème quand on arrive en terminale ou en première terminale. Moi, j'ai ce souvenir. C'est quoi ? On étudie en première, en littérature avec le prof de français ou en philo avec le prof de philo. C'était un peu confus. Et puis, déjà, on savait pas trop. Alors, homme de lettres, ou philosophe. Et puis, on avait, bien sûr, on se heurtait à la langue. On avait un problème la langue était un peu raide. Il y avait des problèmes pour lire ça. Donc là, il y a deux entrées là-dedans, l'une qui s'appelle édition,
l'autre qui s'appelle Langage. Et je crois que c'est assez important parce que savoir sur quelle édition quelle édition des essais doit-on lire, ou en tout cas doit-on lire pour accompagner, utiliser votre dictionnaire, ou pour l'accompagner. Ça, c'est une première chose. Et la deuxième chose, c'est de quelle langue parlons-nous? Est-ce que c'est de l'ancien français, du français modernisé? Et donc ces deux choses-là me paraissent importantes. Après, on pourra en dire un mot. J'ai sélectionné 4 livres qui sont dans votre article édition, 4 modes d'essai différents, mais peut-être que vous pouvez le dire vous-même. Alors d'abord une remarque sur le début de votre intervention. Ça a beaucoup nui à Montaigne. Cette espèce de dualité. Est-ce que c'est un écrivain? Est-ce que c'est un philosophe? Parce que du coup, les profs de français, souvent par humilité, n'osent pas trop en parler parce qu'ils ne maîtrisent pas l'arrière-fond philosophique. Et donc, ils se disent, ils font ça en philosophie en terminale. Et les profs de philo en terminale, souvent, dédaignent d'en parler parce que ce n'est pas de la philosophie assez technique pour eux. Ce n'est pas Kant, ce n'est pas Descartes, ce n'est pas Leibniz ou Spinoza. Et donc, les profs de français, souvent, évitent d'en parler par humilité, et les profs de philo renoncent à en parler par prétention. Et donc, il faut pardonner aux professeurs de français plus qu'aux professeurs de philosophie, parce qu'il est évidemment les deux. Il est évidemment les deux. Et donc, on devrait l'étudier en français, on devrait l'étudier en classe de terminale, mais on ne le fait pas. Moi, je le dis d'ailleurs au début de l'article éducation, j'ai fait d'assez bonnes études, je n'ai jamais eu de ma vie un cours sur Montaigne. Alors, peut-être en français, en seconde, j'ai peut-être oublié, ça c'est possible, je n'en sais rien, mais pour ce qui est des cours de philo, je vous jure, je suis certain, dans mes 7 ans d'études de philosophie, terminale comprise, je n'ai pas eu une seule fois un cours de philosophie portant sur Montaigne. C'est quand même très étonnant, alors que Montaigne invente la philosophie moderne. Celui qui crée la philosophie moderne, ce n'est pas Descartes, contrairement à ce que dit Hegel. Non, c'est Montaigne. Et d'ailleurs, Descartes comme Pascal, doit beaucoup à Montaigne. Et donc, mon combat, ça a toujours été de rendre Montaigne aux philosophes, sans bien sûr l'arracher aux profs de français. C'est un écrivain de génie. Et je vous accorde qu'il est encore plus génial comme écrivain que comme philosophe. Mais comme il a lu tous les philosophes et qu'il en parle merveilleusement, c'est une lecture qui s'impose aussi pour les philosophes. Alors maintenant, la question de l'édition. Oui, c'est une vraie difficulté. Montaigne n'écrit pas en ancien français, contrairement à ce qu'on dit parfois. Non, il écrit le français moderne. Ça serait de l'ancien français, vous ne comprendriez rien. Mais non, il écrit en français moderne, mais le français moderne du XVIe siècle. Et donc, c'est difficile. C'est difficile, et alors si on prend une édition avec le texte original, tous les mots vraiment difficiles sont traduits en notes ou entre crochets, mais c'est vraiment difficile. Alors les conseils que je donne, moi, c'est prenez impérativement une édition où l'orthographe et la ponctuation sont modernisées. Parce que ce n'est pas la peine de rajouter à la difficulté de la langue des difficultés qui ne tiennent qu'à l'orthographe. Alors après, est-ce qu'il faut prendre le texte original dont l'orthographe est modernisée, ou est-ce qu'il faut prendre une traduction ou une adaptation en français moderne? Il existe plusieurs adaptations bien faites d'ailleurs. Je donne la référence de 3 dans l'article sur les éditions. J'ai envie de vous dire, essayez. Si vous pouvez lire le texte original, évidemment, il a plus de saveur, parce que le français du XVIe siècle est merveilleux. Il y a une part qui tient au génie de Montaigne, il y a une part qui tient à la beauté de la langue. D'ailleurs, il y a un truc qui est étonnant, à la fin de l'apologie de Raymond Sebon, il y a de 2 pages à peu près que Montaigne pique complètement à Plutarque, traduit par Jacques Amyot, le grand humaniste du XVIe siècle. Il le dit, ce n'est pas du plagiat, il dit que c'est Plutarque, mais il le recopie, traduit par Jacques Amyot. Eh bien, je vais vous dire, Plutarque, traduit par Jacques Amyot, c'est beau comme du Montaigne. Parce que la langue est sublime. Et donc, si vous prenez une adaptation, vous allez perdre de cette saveur. Mais en même temps, il faut le dire aussi, vous allez gagner de la facilité de lecture. Et donc, si vous voulez, les essais sont peut-être l'un des plus grands, en tout cas l'un des 10 plus grands chefs-d'œuvre, ça c'est sûr, de la littérature française. On peut avoir 2 éditions. Et donc, prenez éventuellement une avec le texte original, mais orthographe modernisée. Alors, je donne les références dans mon bouquin, mais en gros, les éditions de poche sont en orthographe modernisée. La Pléiade, bêtement, qui a fait 3 éditions différentes, mais la 3e est la plus difficile à lire, parce que c'est l'orthographe originelle de Montaigne, qui se fout de l'orthographe. Il lui dit, moi je laisse ça aux imprimeurs, t'es pas sur problème. Mais ils ont gardé l'orthographe de Montaigne. Il n'y a aucun paragraphe, comme dans le texte au départ, mais au XVIe siècle, on ne fait pas de paragraphe. Et donc, vous rentrez dans un truc qui décourage la lecture. Donc, prenez une édition de poche, orthographe modernisée, si possible avec des paragraphes pour aérer un peu le texte.
et puis acheter une édition avec le texte original, la plus commode à mon avis, c'est celle qui est au PUF, préparée par Pierre Villet, qui est un très grand montagniste. Et puis vous verrez, vous faites l'essai. Mais sachez que de toute façon, ça reste difficile. Mais qu'avec le temps, la difficulté recule. Alors moi, je cite longuement, il y a une partie anthologie dans mon dictionnaire, donc je cite les plus beaux passages de Montaigne. Dans le texte original, encore en modernisant bien sûr l'orthographe et la ponctuation, et parfois en modernisant très légèrement l'expression, quand c'est possible, sans trahir Montaigne, mais en restant au plus près de cette saveur incroyable du texte original. Et puis, dernier conseil, commencez par le livre 3. Il y a trois livres des essais, parce que Montaigne, au début, il invente un truc qui n'existe pas, le genre essai. Et ça commence, vous savez, comme un peu un adolescent, un peu un recueil de citations. Tiens, Sénèque dit ça, puis dit ce qu'il en pense de ce que dit Sénèque. Vous voyez, c'est quelques anecdotes. Et on est très surpris quand on lit les premiers essais. Ah bon, c'est ça, Montaigne? Une femme un jour me disait, je faisais une conférence sur autre chose, elle vient me voir à la fin, elle me dit « Ah là là, à cause de vous, j'ai lu Montaigne. Qu'est-ce que j'ai été déçu !» Je vous jure. Je lui dis « Chère madame, ce n'est grave ni pour Montaigne, ni pour moi. Mais refaites un essai en commençant par le livre 3. Parce que le livre 3 est intégralement génial. Montaigne, là, il s'est trouvé, il sait ce qu'il veut faire. Il invente un truc qu'on n'a jamais fait, qui est un autoportrait philosophique. Pas des mémoires, pas journal intime. Un autoportrait philosophique. C'est moi que je peins. Et en se peignant, il nous peint tous. C'est ce que disait Voltaire. En se peignant, lui, il a peint l'humanité. Oui. Et quand vous aurez le livre 3, là, vous reviendrez avec émotion aux premières pages du livre 1 et vous direz, mais cette aventure que Montaigne a vécue, c'est vraiment extraordinaire. Hein. Voilà, donc une édition, une adaptation, c'est pas une traduction, mais une adaptation en français moderne. Je donne la référence des 3 meilleurs, à mon avis, dans mon bouquin. L'édition au PUF de Pierre Villet avec le texte original. Et puis faites l'effort d'avancer. Vous commencez par livre 3, puis quand vous êtes trop fatigué, vous arrêtez et vous reprenez le lendemain. Ça demande un effort, hein. Ce n'est pas comme une série télé, mais je vous jure que cet effort vaut la peine. C'est-à-dire que poursuivre les essais que vous rendez limpides à travers votre dictionnaire, c'est bon de prendre l'édition Villet parce que vous y faites référence en permanence, c'est-à-dire les chapitres et tout quand même. Il y a ça aussi, c'est que comme il y a 50 éditions de Montaigne, les spécialistes ont pris... Il n'y a pas une édition vraiment critique, c'est curieux, mais bon, ça n'existe pas. Mais les spécialistes ont pris l'habitude de renvoyer dans leurs références à cette édition Pierre Villet au PUF que je vous recommande, et c'est le cas notamment de 2 bouquins dont il faut dire un mot. 2 outils de travail qui sont vraiment exceptionnels. Le premier, je dis au début de l'article que je lui consacre, c'est un livre illisible et absolument indispensable pour toute personne qui veut travailler Montaigne. C'est ce qu'on appelle la concordance des essais de Montaigne. Alors, il y a un universitaire américain qui s'appelle Leake, L-E-A-K-E, qui, grâce à l'informatique, a fait un relevé de tous les mots qu'utilise Montaigne. Et il vous donne la référence de chacune de ces occurrences. Donc, si vous prenez le mot, le mot « moi », il doit y avoir 3212 références. Hein. Et il vous donne les 3212 pages où Montaigne a écrit le mot « moi », avec le contexte immédiat. Alors, quand c'est le mot « moi », il y en a tellement que ce n'est pas ça le plus commode. Mais quand vous voulez chercher une référence, par exemple, vous demandez où est-ce que Montaigne écrit « J'aime l'allure poétique qui va à Sceaux et à Gambade ». Parce que quand vous lisez Kant ou Descartes, c'est pas dur. On prend la table des matières, on connaît le plan, donc on sait bien où ça se trouve. Mais dans les essais, c'est impossible. Parce qu'il n'y a pas de plan. Hein. Il improvise, il a l'esprit totalement libre. Où est-ce qu'il dit « J'aime l'allure poétique qui va à Sceaux et à Gambade » Vous prenez la concordance de Leake, vous regardez à Gambade, et vous voyez que Montaigne a écrit le mot Gambade qu'une fois, à la page, je dis ça de mémoire, essai 3-8, page 1532. Si vous voulez. Et avec en plus le contexte immédiat, les quelques mots qui précèdent, les quelques mots qui suivent. Ça ne sert à rien pour lire Montaigne, mais s'il y en a quelques-uns dans la salle qui ont envie de travailler Montaigne, c'est un outil formidable. Moi, je m'en servais 20 fois par jour en écrivant ce dictionnaire. Et l'autre outil, c'est ce qu'on appelle le dictionnaire de Michel de Montaigne, dirigé par un certain Philippe Desan, qui a rassemblé plus de 100 universitaires, tous spécialistes de Montaigne, et qu'on fait un monument d'érudition universitaire. Donc c'est le contraire des dictionnaires amoureux. C'est très savant, mais c'est pas amoureux du tout, c'est pas subjectif, c'est pas personnel, c'est collectif, etc. Mais c'est une somme de savoir quand même considérable.
Toutefois, dans les deux cas, c'est pour ceux qui veulent non pas seulement lire Montaigne, mais qui veulent l'étudier. Moi, mon dictionnaire, c'est un peu l'inverse. C'est pas un outil de travail, c'est un outil de plaisir. Mais je crois que ça peut servir vraiment d'introduction à la lecture de Montaigne. J'ai même la faiblesse de penser, ne le répétez pas, que c'est la meilleure introduction disponible. Vous donnez aussi quelques clés de langage, justement dans la rubrique langage, un oui, glossaire. J'ai fait un glossaire. Un glossaire, je n'ai pas compté, mais peut-être les 35 ou 50 mots qui sont difficiles pour nous et que Montaigne utilise le plus souvent. Vous voyez, par exemple, oncle pour dire jamais. Vous voyez, par exemple, quand Montaigne écrit à propos de son père, le meilleur père qui fut oncle, ça veut dire le meilleur père qui fut jamais. Bon. C'est des mots qui sont traduits en notes en règle générale, mais ceux qui reviennent le plus souvent, vous apprenez, voilà, vous avez 30 à 50 mots à apprendre par cœur et ça va vous faciliter considérablement la lecture de Montaigne. C'est un peu comme les verbes irréguliers en anglais. Une fois qu'on a appris ça, on a déjà des bases. Bien voilà, apprenez ces 30 mots par cœur et vous verrez que la lecture de Montaigne, tout d'un coup, devient beaucoup plus facile. Le bonheur de ce livre et le bonheur de votre autre dictionnaire, d'ailleurs, la philosophie, c'est que quand on lit un roman, on a besoin d'une attention soutenue pendant quelques heures pour pouvoir arriver au bout de ce roman. Donc c'est une aventure un peu longue, parfois beaucoup plus longue que quelques heures. Là, on a un bonheur incroyable. C'est que c'est vraiment typiquement le genre de livre qu'on a sur sa table, sur la table de chevet, sur le bureau, un peu partout dans la maison. Et d'un seul coup, on a une impulsion. On ouvre, on cherche un mot, on rentre dans quelques lignes dans un univers ou peut-être quelques pages, et ça vous remplit la journée. Donc c'est un bonheur, c'est un exercice très particulier sur la rapidité. Là, en lisant le dictionnaire de Montaigne, dictionnaire amoureux de Montaigne, on se dit amoureux, ok, donc on se pose la question amoureux, et petit à petit, on se rend compte d'abord que dans la plupart de vos ouvrages, Montaigne apparaît dans tous les autres ouvrages, donc on se dit c'est normal, il est amoureux de Montaigne, il nous en parle tout le temps, et là vous parlez beaucoup de vous. Donc c'est un dictionnaire amoureux, mais aussi vous vous dévoilez, et on rentre un peu, on rentre pas seulement chez Montaigne, on rentre chez André Comte-Sponville. Oui, bien sûr, c'est l'idée d'un dictionnaire amoureux, si vous voulez. Quand l'amoureux parle de celui ou de celle qu'il aime passionnément, forcément, il se dévoile lui-même. En l'occurrence, j'ai été aussi beaucoup poussé par Claude Capelier, qui donc anime cette collection et qui a été mon éditeur, qui autant il m'a accompagné, d'ailleurs, je le dis dans les remerciements à la dernière page, moi, ça fait 40 ans que j'écris, peut-être 38 ans que je publie, je ne sais plus, jamais je n'ai rencontré un éditeur aussi talentueux, aussi vigilant, aussi généreux, aussi attentif. Et quand il a lu le premier jet, enfin, je vais donner une centaine de pages, donc peut-être les 15-20 premiers articles, il m'a dit, écoute, c'est bien, mais c'est pas assez amoureux. D'abord, tu ne parles pas de toi. Enfin bref, il m'a infiniment poussé à parler de moi. Tellement qu'à un moment, je lui dis, mais écoute, si je t'écoute, je vais finir par faire un dictionnaire amoureux d'André Comte-Sponville. Eh bien, c'est ce que me reproche en substance, plutôt gentiment, Roger Paul Droit dans l'article du Monde qui est paru jeudi. Vous voyez. Et au fond, il y a un peu de ça. C'est-à-dire que, alors c'est vrai que j'ai été poussé beaucoup par Claude Capelier, mais aussi j'avais envie de bâtir cette espèce de dialogue intime avec Montaigne. Moi, ça fait 40 ans bientôt que je le lis, si vous voulez. Vous voyez. Et puis cet homme est un type merveilleux. Donc il y avait cette idée-là, essayer de tendre à faire un dictionnaire vraiment amoureux, et qui soit effectivement une espèce de confrontation intime, comme dans un vieux couple qui se fréquente depuis 40 ans, vous voyez, des points de convergence, des points de divergence et des points de parallélisme, parce qu'on ne se rencontre pas toujours. Donc c'était vraiment le parti pris que je voulais faire. Donc oui, je parle beaucoup de moi, certains peuvent penser que j'en parle trop, mais Montaigne me donne raison, puisque Montaigne écrit dans les essais, si certains pensent que je parle trop de moi, moi je m'étonne qu'ils ne parlent pas d'eux-mêmes ou qu'ils ne s'inquiètent pas d'eux-mêmes. Je sais quel est le mot. Voilà. Autrement dit, cette idée d'une pensée, d'une philosophie à la première personne. J'ai beaucoup travaillé sur ce que j'appelle la tradition française en philosophie, parce qu'on m'avait demandé un article il y a 40 ans sur ce sujet-là. Je me suis demandé quels sont les plus grands philosophes français. Et 3 noms me sont venus tout de suite. Montaigne, Descartes, Pascal. Quels sont, parce qu'il faut raisonner sur des cas concrets, sinon la philosophie française est une abstraction. Quels sont les plus grands philosophes anglais? Hobbes, Locke, Hume.
Quels sont les plus grands philosophes allemands? Leibniz, Kant, Hegel. Et vous comparez. Eh bien, il y a toutes sortes de différences qui sautent aux yeux. D'abord, la première, c'est que Montaigne, Pascal, Descartes, si vous n'avez fait aucune étude de philosophie, vous comprendrez tout l'essentiel. Tout. Leibniz, Kant, Hegel, si vous n'avez pas fait d'études de philosophie, vous ne comprendrez rien. C'est intéressant. Attention, là, je parle de 9 génies absolus. Je ne pas de hiérarchie, c'est le top du top. Vous voyez, mais c'est une grande différence. L'autre, bon, les Anglais, Hobbes, Locke, Hume, vous comprendrez l'essentiel. Vous trouvez ça éventuellement au départ un peu plat. À tort, parce que ce sont des génies, vous voyez, mais qui sont moins doués que les Français et les Allemands pour faire ressortir leur génie. Vous savez, c'est une anecdote que j'emprunte à je ne sais plus qui, mais une académie savante met un concours, comme au XVIIIe siècle, sur l'éléphant. Et les intellectuels du monde entier concourent. Oui. Alors l'Anglais monte une expédition en Afrique, une autre en Asie, passe 6 mois en Afrique, 6 mois en Asie, lit toute la littérature sur l'éléphant, rentre chez lui et fait un gros traité sur l'éléphant, bourré de faits précis, incontestables, mais quelque peu ennuyeux. Le Français, bien sûr, ne va ni en Afrique ni en Asie. Il va au Jardin des Plantes, un dimanche après-midi, il jette quelques cacahuètes à l'éléphant du Jardin des Plantes, il rentre chez lui et il écrit un petit essai très brillant, très vif, très spirituel, mais un peu superficiel. L'Allemand ne va pas en Afrique, ne va pas en Asie, ne va pas au Jardin des Plantes. L'Allemand s'enferme chez lui pendant 1 an et écrit un gros traité intitulé « De l'idée de l'éléphant déduite de l'idée du moi ». J'en ai souvent parlé avec mes collègues, notamment avec Luc Ferry et Alain Renaud, qui m'ont fait découvrir ce texte. C'est formidablement drôle, mais c'est drôle parce que c'est vrai. C'est à charge, évidemment, vous voyez, mais c'est pas sans vérité. Et de ce point de vue, Montaigne est merveilleusement français, si vous voulez. Mais autre différence très spectaculaire, c'est que Montaigne, Descartes, Pascal, ils font de la philosophie à la première personne. C'est moi que je peins, écrit Montaigne. Quant à Descartes, relisez le discours de la méthode et les méditations métaphysiques, 2 chefs-d'œuvre absolus. Alors, pour tout vous dire, à mon avis, les méditations métaphysiques sont le plus beau livre de Descartes, sont le plus beau livre de philosophie jamais écrit de tous les temps, les Grecs compris. Donc, je mets ça très, très haut. Eh bien, relisez les méditations métaphysiques, vous verrez que c'est, comme disait le professeur Alquier, l'histoire d'un esprit. C'est Descartes qui se raconte. Il dit, j'ai été en Hollande et je pensais dans une pièce avec un poêle et tout d'un coup, je me suis dit ceci, cela. Il commence à réfléchir. Quant à Pascal, qui reproche à Montaigne le sot projet qu'eut Montaigne de se peindre, lisez les pensées. Vous verrez qu'il ne parle en vérité que de lui. D'ailleurs, il dit lui-même à propos de Montaigne, ce n'est pas dans Montaigne, mais dans moi, que je vois ce que j'y trouve. C'est Montaigne. Alors qu'inversement, Hobbes, Locke, Hume ne parlent jamais d'eux-mêmes. Il parle du point de vue du sujet anonyme d'une expérience quelconque, le côté empiriste de la philosophie anglaise. Quant à Leibniz, Kant, Hegel, il parle en gros, surtout pour ce qui est de Leibniz et Hegel, du point de vue de Dieu, ou pour ce qui est de Kant, du point de vue de la raison pure. Vous voyez, mais il n'y a pas cette dimension subjective. Et puis, enfin j'arrête là, mais Montaigne, Descartes, Pascal, sont d'immenses écrivains. Alors, comme Descartes écrit en latin, on s'en rend moins compte, mais sont d'immenses écrivains, et surtout, pour ce qui est de Montaigne et de Pascal, ce sont des écrivains de génie absolu. Ni Hobbes, ni Locke, ni Hume ne sont de grands écrivains. Ni Leibniz, ni Kant, ni Hegel ne sont de grands écrivains. Vous direz, oui, mais en Allemagne, il y a Nietzsche. Bien sûr, immense écrivain, mais qui a toujours dit qu'il préférait les penseurs français. Et la boucle, ici, se referme. Alors, il y a 148 entrées, comme je vous ai fait découvrir ça tout à l'heure. 128, pardon, excusez-moi, 128. Donc on pourrait cueillir à l'intérieur de ça et parler pendant des heures. Évidemment, amoureux, amour, on va directement sur le sujet de l'amour et de l'amitié, qui est une chose assez essentielle chez Montaigne, surtout que vous les liez. Vous liez les deux entrées, l'amour et l'amitié. Je les lis parce que Montaigne les lit. Le plus grand texte que Montaigne ait écrit sur l'amour se trouve dans un essai qui s'appelle « De l'amitié ». Et dans lequel il parle aussi de l'amitié, mais il en parle par différence avec l'amour. Et en fait, il se sert de la différence entre les deux pour comprendre ce que c'est
et que l'amour, ce que c'est que l'amitié. C'est vrai que dans mon dictionnaire amoureux de Montaigne, c'est l'un des plus longs articles. Les articles, on n'a pas dit, le plus court fait une demi-page et les plus longs font une douzaine de pages. C'est 12 pages. C'est un des plus longs, de l'entrée sur l'amour et l'amitié. Et là, ça m'a intéressé, je le dis, je crois, au début de cet article. Montaigne préfère l'amitié à l'amour. Moi, c'est l'inverse. Je préfère l'amour à l'amitié. Et s'agissant d'amour, Montaigne préfère la passion amoureuse au couple. Moi, c'est l'inverse. Je préfère le couple à la passion amoureuse. Moyennant quoi, Montaigne est l'un des auteurs qui m'a le plus éclairé et sur l'amour et sur l'amitié. Y compris dans cette différence, parce que être amoureux de Montaigne, c'est comme dans un couple. Ça ne veut pas dire qu'on est d'accord sur tout. Vous voyez, voilà. Et donc, il m'a aidé, y compris, et peut-être spécialement quand je n'étais pas d'accord avec lui, il m'a éclairé sur ma propre position. Pourquoi est-ce que je préfère l'amour à l'amitié? Alors, il faut dire un mot sur l'amitié avec la Boétie. Oui, alors il y a la Boétie. Parce que c'était lui, parce que c'était moi. Alors, c'est la phrase peut-être la plus célèbre de la littérature française ou du monde. Vous savez, quand dans les essais, il se demande pourquoi est-ce que j'aime tellement la Boétie. Il répond, je ne peux pas répondre, sauf en disant, parce que c'était lui, parce que c'était moi. Alors, petite parenthèse d'érudition littérale. Dans la première édition des essais, 1580, Montaigne écrit la même chose. Si on me enfin, pas la même chose, mais le même début. Il écrit « Si on me demande pourquoi cette amitié entre la Boétie et moi, je ne sais pas répondre. » 8 ans plus tard, 1588, il a ajouté « Je ne peux pas répondre sinon en disant parce que c'était lui. » Ça sort en 1588, Montaigne meurt en 1592. Et sur l'exemplaire qu'on appelle l'exemplaire de Bordeaux, c'est-à-dire l'édition de 1588, qui était celle de Montaigne, qu'il avait chez lui. Montaigne ajoute « parce que c'était moi ». C'est bouleversant, je veux dire. Il a mis peut-être 15 ans à écrire cette phrase qui est pure et simple comme l'eau. Pourquoi cette amitié? Je ne peux pas répondre, première édition. Sauf en disant, deuxième édition, parce que c'était lui. Virgule, troisième édition posthume, parce que c'était moi. Alors c'est bouleversant, et en même temps, quand on lit l'histoire, enfin ce que dit Montaigne, cette amitié, on a envie de se dire, comme diraient mes enfants, il se la pète un peu, il se la joue. D'abord, il ne dit rien de ce qu'ils ont vécu ensemble. C'est 7 ans. 7 ans, non? Ça a duré 4-5 ans. Oui, 4-5 ans, parce que la Boétie meurt, peut-être de la peste, on ne sait pas bien. Auquel cas, la Montaigne était courageux, parce qu'il était au chevet de la Boétie jusqu'au bout. Non, ça dure 4-5 ans. Montaigne n'en dit rien de substantiel. Et on a le sentiment, d'après ce qu'il en dit, d'après aussi ce qu'en dit la Boétie, parce qu'on a des textes de la Boétie aussi sur leur amitié, il y a un peu de pause. Il joue à l'amitié à l'antique. Et donc, d'un côté, j'ai envie de dire, j'ai eu des amis passionnels, des amitiés passionnelles avec des hommes, parce que la question se pose, est-ce que Montaigne est homosexuel, est-ce qu'ils ont couché ensemble? On n'en sait rien, évidemment. Moi, je ne crois pas. Je crois qu'il a eu pour la Boétie, et réciproquement, ce que j'appelle une amitié passionnelle, comme c'est très fréquent entre hommes ou entre femmes, y compris parfaitement hétérosexuels. Mais ce n'est pas ça qui me touche le plus. Si les textes sur la mort de la Boétie sont déchirants, mais pour tout vous dire, son amitié avec la Boétie, je soupçonne qu'il y a un peu de pause, un peu de littérature. Et c'est peut-être pour ça que moi, qui ai eu des amis, des amitiés passionnelles, qui ai vécu en couple plusieurs fois avec plusieurs femmes différentes, qui suis en couple depuis 30 ans avec la même femme, moi, je mets l'amour plus haut que l'amitié. Parce que les amitiés que j'ai vécues entre hommes n'avaient pas cette grandeur que Montaigne y avait vécu avec la Boétie. Et quand Montaigne en parle, j'arrive pas tout à fait à y croire. Alors que je trouve que nos histoires d'amour, même quand elles finissent mal en général, ont quelque chose de bouleversant, si vous voulez, de bouleversant. Sur l'amitié, il y a une phrase de Pascal qui est un abîme. Dans les pensées, parce que moi, je lis un article Pascal dans mon dictionnaire amoureux. Psychologiquement, je suis beaucoup plus proche, pour mon malheur, de Pascal que de Montaigne. Et d'ailleurs, Montaigne m'a aidé à guérir un peu de mon pascalisme quasi congénital, si vous voulez. Mais en même temps, Pascal est un génie immense et peut-être sur l'amitié plus lucide que Montaigne. Il y a un fragment dans les pensées de Pascal qui m'a toujours fait froid dans le dos et que je crois vrai.
aucune amitié ne subsisterait. Si chacun savait ce que l'autre dit de lui quand il n'y est pas, quand bien même l'autre en parle sincèrement et sans passion. C'est un abîme. Pascal ne vous dit pas, vos amis vous débinent dans votre dos, pas du tout. Ce n'est pas des salauds, vos amis, vous voyez. Mais si vous entendiez, caché derrière une porte par hasard, ce qu'ils disent de vous quand vous n'y êtes pas, quand bien même ils parlent de vous sincèrement et sans passion, aucune amitié ne subsiste. Alors peut-être qu'il exagère, comme toujours, Pascal force un peu le trait, vous voyez, mais je vais vous dire, ça m'éclaire davantage sur mes amitiés que l'histoire de Montaigne et de la Boétie. Oui. En revanche, ce qu'il écrit sur l'amour, qui est délicieux, surtout ce qu'il écrit sur la sexualité. Là. Il y a un chapitre, un article sexe, un article sexualité. Il y a l'un il y a un article homosexualité, il y a un article mariage aussi, oui. Un article femme. Il y a l'un des essais de Montaigne qui s'appelle « Sur des vers de Virgile », livre 3, chapitre 5. Sincèrement, je crois que c'est le plus beau texte qu'on ait jamais écrit sur la sexualité. C'est absolument génial, c'est d'une saveur, d'une beauté, d'une profondeur extraordinaire. Oui. Voilà, alors, sur l'amitié, oui, ce qu'il dit est intéressant, mais je trouve qu'il pose un peu, il exagère un peu, il pousse le bouchon un peu loin avec la Boétie. Par contre, sur l'amour et la sexualité, je le trouve admirable de lucidité. Et donc, il m'a aidé à comprendre pourquoi, au fond, je préférais le couple à la passion. C'est que j'aime ce qui dure et que la passion, évidemment, ne dure pas. Sauf que je pense, et on est plusieurs à l'avoir vécu, que ce qu'on aura vécu de plus fort dans nos histoires d'amour, dans nos histoires de couple, ça commence justement le jour où on se dit, mais au fond, je ne suis plus amoureux. On s'aimera encore lorsque l'amour sera mort, comme dit la chanson. Là, je trouve ça que ça devient vraiment intéressant. Et du coup, ce que dit Montaigne sur l'amitié, ce qu'il appelle l'amitié maritale, c'est une très belle expression pour définir le couple, l'amitié maritale. Ça m'a aidé à comprendre ce que j'ai écrit dans le petit traité des grandes vertus, le chapitre sur l'amour. Il y a Eros, la passion amoureuse, il y a Philia, l'amitié, mais y compris au sein du couple, y compris quand on fait l'amour ensemble, surtout. Parce que faire l'amour avec sa meilleure amie, avec son meilleur ami, enfin, faites comme vous voulez, vous, hein, mais moi, je ne connais rien de meilleur. Oui. Et Montaigne, qui ne l'a jamais vécu, parce qu'il ne pense pas qu'il puisse y avoir une amitié entre les hommes et les femmes. Oui, Marie de Gournay, quand même. Oui, mais trop tard. Trop tard, là, il est quasiment impuissant, il va mourir quelques années après. D'ailleurs, on ne pense pas qu'ils aient couché ensemble. Hein. Il l'appelle ma fille d'alliance, mais pas du tout mon amoureuse, ma maîtresse, vous voyez. Non, il ne l'a pas vécu. Il a souffert de ne pas pouvoir le vivre et il reconnaît que ça serait formidable. Si on pouvait avoir avec la même personne l'intimité des âmes qu'on a dans l'amitié, ce que j'ai vécu avec la Boétie, et l'intimité des corps qu'on a dans la sexualité, ça serait ce qu'on pourrait vivre de meilleur. Eh bien, on a beaucoup de chance parce qu'au XXIe siècle, c'est ce qu'on appelle un couple. Alors, Marie de Gournay, je reviens sur Marie de Gournay, puisque Marie de Gournay était quand même une amitié, enfin, qui est déclarée comme une amitié, dans les deux sens. Il n'y a plus de temps. On est 4 heures, moi, comme vous le dites. Moi, j'ai du temps, mais... Oui. Peut-être pour conclure un petit peu sur l'amour et l'amitié, dire 2 mots sur Marie de Gournay. Alors, Marie de Gournay est notre première féministe. Alors, il ne faut pas se raconter d'histoire. Hein. Il y a un article femme dans mon dictionnaire amoureux, et je commence en disant que sur les femmes, Montaigne partage beaucoup de préjugés de son temps. C'est d'ailleurs étonnant de voir comme il est loin des projets de l'époque quand il parle des sauvages ou des cannibales. Ça a été l'un des très rares intellectuels européens à protester contre le massacre des Indiens en Amérique. Parce que quand il naît une quarantaine d'années après la découverte de Christophe Colomb. Mais donc toute sa vie se passe pendant la colonisation, pendant les massacres atroces des conquistadors. Et Montaigne, catholique, écrit « Ce que font nos catholiques en Amérique, c'est un scandale, c'est une honte, ce sont des massacres. » Donc il prend la défense des Indiens. Il va jusqu'à prendre la défense des cannibales en expliquant qu'au fond, manger le corps d'un homme mort, c'est quand même beaucoup moins grave que le torturer vivant, ce que font les chrétiens très souvent. Vous voyez, donc, il est d'une liberté d'esprit formidable. C'est le premier relativiste. Il y a une critique de l'ethnocentrisme qui est formidable. Chacun appelle barbarie ce qui n'est pas de son usage.
idée forte. Oui. Ben, sur les femmes, évidemment, il est un peu moins libre d'esprit. Pourquoi? Ben, parce qu'elle le touche de plus près, évidemment. Hein. C'est ce que Lévi-Strauss appelle le regard éloigné. C'est plus facile d'être lucide sur ce qui est loin que sur ce qui est près de soi. Et donc, Montaigne n'est pas du tout... il n'est pas du tout misogyne, si vous voulez. Il est plutôt moins macho que la plupart des hommes de son temps, mais ce n'est pas un féministe. Sauf qu'il y a une jeune femme qui s'appelle Marie de Gournay, dont je redis, c'est sans doute la première féministe à la lettre de France, en tout cas la littérature française, qui a 20 ans, ou 18 ans, je crois, lit les essais, elle ne connaît pas du tout Montaigne, et tombe intellectuellement amoureuse de l'homme qui a écrit ça, qu'elle lit merveilleusement. Notamment, il y a un truc qui est très fort dans ce qu'elle dit de Montaigne. Elle dit « Les autres, Sénèque, tout ça, vous enseignent la sagesse. Montaigne vous désenseigne la sottise. » Ça, c'est génial. C'est d'une lecture vraiment fine. Tu peux avoir une grande familiarité des essais. Hein. Les autres vous enseignent la sagesse. Montaigne désenseigne la sottise. Et donc, elle lui écrit une lettre, hein, comme ça arrive. Vous savez, on reçoit une lettre d'une jeune femme un peu émue parce qu'elle vous a lu. On répond un peu froidement pour calmer le jeu, pour ce qui me concerne, mais Montaigne, non. Montaigne, qui est plus culotté que moi, ou peut-être moins fidèle en ménage, elle lui propose de venir chez elle. Elle dit bah, « D'accord, banco, il y va. » Et il y a eu cette amitié, et donc il écrit que dans les essais que cette femme est formidable, elle lui vaut un culte. Oui. Et puis Montaigne meurt, il a encore quelques années après leur rencontre, donc il ne s'est sans doute rien passé de physique, c'était même à peu près certain. Est-ce qu'elle était amoureuse au sens propre? Je ne pense pas, elle était plutôt admirative, émue, et lui était ému aussi par cette jeunesse, par cette admiration. Bon, on ne peut pas en dire beaucoup plus. Et puis elle va mener son combat de féministe. Et elle a écrit un livre sur l'égalité des hommes et des femmes, un autre là dont le nom m'échappe, mais qui en gros est sur le même thème. Elle mène un vrai combat. Et je cite un texte de Marie de Gournay dans l'article qui lui est consacré dans le dictionnaire, où elle explique que quand elle parle, quand elle défend des idées, elle voit bien dans le regard, le sourire des hommes, cette espèce de dédain qui veut dire « oui ». C'est une femme qui parle. Oui. Et quand ma compagne a lu ça, elle m'a dit « Putain, qu'est-ce que c'est vrai oui. ». Vous voyez, et ça, c'est formidable. Alors, oui, il n'était pas féministe, mais sa lectrice la plus proche est la première de nos féministes. Et donc, il n'était pas féministe, mais il aidait malgré tout à le devenir. André Comte-Sponville, l'heure est courte. On vous écouterait passionnément encore pendant un temps indéfini. Il y a un mot... Pour conclure cette heure, il y a un mot qui, moi, m'interroge, que je retrouve dans plusieurs de vos ouvrages. Le bonheur désespérément, en 2018, le traité du désespoir et de la béatitude en 2016, de l'autre côté du désespoir en 2001, et les entrées désespoir dans le dictionnaire amoureux et dans le dictionnaire philosophique sont assez conséquentes. Qu'est-ce qu'il y a derrière ce mot ? Il y a deux choses. D'abord, pour un athée, ce que je suis, reconnaissons qu'il y a quelque chose de désespérant dans la condition humaine. Hein? On va tous mourir. Hein? La plupart d'autres choses que du Covid-19, mais on va tous mourir, ça c'est sûr. Et donc c'est désespérant, à la lettre. Et puis, avant d'être mort, reconnaissons que la vie est quand même souvent décevante. Autrement dit, il y a une dimension tragique dans l'existence humaine. L'un de mes livres s'appelle « Du tragique au matérialisme et retour », et c'est vrai que c'est un peu mon cheminement. Mais il y a aussi autre chose. C'est qu'à 18 ans, quand je lis Spinoza, dans l'exaltation que j'évoquais en commençant, dans l'éthique, Spinoza écrit « Il n'y a pas d'espoir sans crainte, ni de crainte sans espoir ». Et je crois que c'est absolument vrai. Si vous avez peur de tomber malade, c'est que vous espérez ne pas tomber malade. Si vous espérez ne pas tomber malade, c'est que vous avez peur de tomber malade. Le gamin qui espère être reçu au bac, c'est qu'il a peur de le rater. Et s'il a peur de le rater, c'est qu'il espère être reçu. Et donc, mon premier livre de philosophie partait de cette idée, il n'y a pas d'espoir sans crainte, ni de crainte sans espoir. Et je me disais, mais puisque le sage, selon Spinoza, il est sans crainte, sans trouble, la sérénité, c'est l'absence de crainte, justement. Puisqu'il n'y a pas d'espoir sans crainte, ni de crainte sans espoir, si le sage est sans crainte, c'est que le sage est sans espoir. Et j'ai eu l'idée qu'en effet, la sagesse se reconnaissait à ceci, que le sage n'avait plus rien à espérer, non pas qu'il soit sans désir, comme certains le croient absurdement, mettant sur le dos l'idée folle qui pourrait s'éradiquer de ses désirs, pas du tout.
Simplement, le sage se reconnaît à ceci, qu'il ne désire que ce qui dépend de lui, et donc il le fait, et ça, c'est pas de l'espoir, c'est de la volonté. C'est la sagesse stoïcienne, si vous voulez. Ou il ne désire que ce qui est, alors que l'espoir porte toujours sur ce qui n'est pas, et ça, c'est pas de l'espoir, c'est de l'amour. Et ça, c'est la sagesse d'Épicure, de Spinoza ou des évangiles. En gros, c'est la même. Oui. Et donc, je disais dans ces premiers livres, il s'agit d'espérer un peu moins. Il ne s'agit pas de s'interdire d'espérer. Il y a toujours de l'espoir, parce qu'il y a toujours de la peur. Mais il s'agit d'espérer un peu moins et surtout de vouloir, d'agir et d'aimer un peu plus. Et j'ai consacré à ça beaucoup de livres, appuyés sur Épicure, sur les stoïciens, sur Spinoza, sur l'Orient aussi. Le Samkhya Sutra écrit merveilleusement « Seul le désespéré est heureux, car l'espoir est la principale torture et le désespoir la principale béatitude. » Parce que celui qui est bien heureux, il n'a plus rien à espérer. D'ailleurs, au paradis, il n'y a plus rien à espérer. Contraire de la foi, en fait. Ce que disait saint Augustin et Thomas d'Aquin aussi, des 3 vertus théologales, la foi, l'espérance, la charité, l'amour, il y en a 2 qui vont disparaître dans le royaume. Parce qu'au paradis, il n'y a plus rien à espérer, il n'y a plus rien à croire, il n'y a plus que l'amour. Et c'est ça que c'est de penser. Sauf que Montaigne m'a aidé à comprendre, au fond, qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu es en train de te libérer de la peur en essayant de réduire ta part d'espérance. Et c'est raisonnable, dire Montaigne. Vous verrez dans les phrases de Montaigne que je cite. Sauf qu'il ajoute, mais pourquoi as-tu à ce point peur d'avoir peur? Il écrit génialement, c'est une phrase que je cite souvent en ce moment, ce dont j'ai le plus peur, c'est la peur. Ah. Sauf qu'il y a un moment où cette peur, il faut aussi l'accepter. C'est chose tendre que la vie est aisée à troubler. Et donc, il m'a aidé à comprendre que le désespoir, au sens où j'en ai parlé rapidement, ça reste un concept fort. Je continue je ne renie rien des livres que j'écris. Sauf que Montaigne me demande amicalement, oui, mais pourquoi as-tu peur à ce point d'avoir peur? La peur fait aussi partie de la condition humaine. Si on essayait un peu de l'accepter. Je vous souhaite une excellente fin. Merci André Comte-Sponville. Vous retrouvez... Vous pouvez retrouver André Comte-Sponville dans le hall pour les signatures. Il y a tous ses ouvrages et il y aura bien sûr évidemment le dictionnaire amoureux. Merci à tous, bon après-midi.